Il y a des moments où le marché cesse de regarder ce qu'une entreprise gagne réellement. Microsoft, en 2026, en est l'exemple le plus frappant. Mais reprenons depuis le début. En octobre dernier, le titre touchait son plus haut niveau historique. Mais depuis, il a perdu près de 30%. Et sur le premier semestre 2026, c'est tout simplement la pire performance des 7 mégacaps américaines, les fameux 7 magnifiques. Sur le seul mois de juin, Microsoft a signé son pire mois boursier depuis l'an 2000. En capitalisation, cela représente de l'ordre de 570 milliards partis en fumée. Voilà pour le décor. Maintenant, regardez ce qui se passe juste à côté. Les vendeurs de pelles de la ruée vers l'IA, eux, s'envolent. Chez les fabricants de mémoire, certains titres ont plus que triplé depuis le début de l'année. Et le grand rival de Microsoft dans le cloud, Alphabet, la maison mère de Google, est non seulement dans le vert, mais c'est le meilleur élève du groupe. Un écart de plus de 30 points à l'intérieur d'un club qui, pendant 3 ans, montait et descendait d'un seul bloc, ou presque. Alors, on pourrait se dire que Microsoft a un problème, que quelque chose s'est cassé. Sauf que non. Sur la période, l'entreprise bat le consensus des analystes trimestre après trimestre. Son chiffre d'affaires progresse d'environ 18% sur un an, Azure et les autres services cloud continuent de croître à un rythme soutenu, avec une hausse de 40% sur un an, et son activité liée à l'intelligence artificielle a tout simplement plus que doublé en 12 mois. Difficile de faire plus impliqué dans la révolution technologique du moment, et difficile aussi de faire moins entreprise en difficulté. On se retrouve donc face à une situation étrange, presque contre-intuitive. L'acteur sans doute le plus central de l'IA en entreprise est aussi celui que la bourse malmène le plus. La tentation dans ce genre de cas, c'est de croire que le marché sait quelque chose qu'on ignore, qu'il y a une fissure cachée quelque part dans les comptes. Le problème, c'est qu'en ouvrant réellement ces comptes, cette fissure, on a beaucoup de mal à la trouver. Ce que le marché sanctionne, ce n'est pas ce que Microsoft gagne, c'est autre chose. Et pour comprendre quoi, il va falloir arrêter de regarder uniquement le volet bénéfices. Pour trouver cette fissure, le plus simple, c'est effectivement de commencer par les comptes. Et là, première surprise, sur ces résultats, Microsoft ne montre aucune faiblesse. Au dernier trimestre publié, le chiffre d'affaires progresse, comme on l'a dit, de 18% sur un an, et le résultat opérationnel de 20%. L'activité liée à l'intelligence artificielle atteint désormais un rythme de chiffre d'affaires annualisé de plus de 37 milliards de dollars. Copilot, l'assistant maison, a dépassé les 20 millions de licences payantes. En outre, la valeur des revenus que l'entreprise est contractuellement en droit de percevoir à l'avenir au titre des contrats déjà signés, mais qui n'ont pas encore été comptabilisés en chiffre d'affaires, dépasse les 600 milliards de dollars, le tout avec l'une des rares notations AAA encore en circulation dans le monde corporate. Autrement dit, si vous regardez uniquement le compte des résultats, tout fonctionne. Et pourtant, et c'est là que ça devient très intéressant, parmi les grandes mégacaps américaines, l'action Microsoft est aujourd'hui l'une des moins chères. Le titre se paye autour de 22 fois les bénéfices attendus, son multiple le plus bas depuis 2023, très en dessous de sa moyenne des 5 dernières années, plutôt situé autour de 34 fois ses bénéfices. Ce décalage, on le retrouve aussi dans l'écart avec les objectifs des analystes. En moyenne, le consensus vise autour de 560 $, soit de l'ordre de 50% au-dessus du cours actuel, l'un des écarts les plus larges parmi les géants de la cote. Et l'opinion reste massivement à l'achat. Aucun analyste ne conseille de vendre le titre. Mais le plus révélateur, ce n'est pas la moyenne, c'est la dispersion. Les objectifs s'étalent d'environ 400 $ à plus de 650 $ et grimpent même au-delà de 850 $ chez les plus optimistes. Même entreprise, même compte, et d'un analyste à l'autre, l'estimation peut quasiment varier du simple au double. Cette dispersion n'est pas un bruit, c'est un désaccord. Et ce désaccord ne porte pas sur la qualité de l'entreprise. Sur ce point, tout le monde est à peu près d'accord. On vient de le voir. Non, il porte sur autre chose, la date et la marge auxquelles le pari sur l'IA finira par payer. Donc le marché ne réagit pas à ce que Microsoft gagne. Les résultats sont là, et même ceux qui ont sabré leur objectif gardent une recommandation d'achat. Le marché réagit à autre chose. Et cette autre chose se lit sur une seule ligne des comptes. Cette ligne, la voici. Au dernier trimestre, Microsoft a dégagé près de 32 milliards de bénéfices nets. Mais son free cash flow, c'est-à-dire le cash réellement disponible une fois les investissements payés, est tombé, lui, à environ 16 milliards de dollars. Un an plus tôt, il dépassait encore les 20 milliards de dollars. Autrement dit,
L'entreprise gagne toujours énormément d'argent sur le papier, mais elle en génère beaucoup moins en trésorerie disponible. Et l'essentiel de l'écart tient dans une seule chose, l'explosion du capital investi. Il faut bien comprendre le mécanisme, parce que c'est là que tout se joue. Sur le compte de résultat, un investissement dans un data center n'est pas comptabilisé immédiatement en charge. Il est inscrit à l'actif du bilan puis amorti sur sa durée d'utilisation. Chaque trimestre, seule une fraction de cet investissement apparaît donc dans les charges sous forme d'amortissement. Le tableau des flux de trésorerie raconte une autre histoire. Les décaissements liés à la construction du data center et à l'achat des équipements apparaissent au fur et à mesure des paiements effectués. Ainsi, à court terme, une entreprise peut afficher un bénéfice solide tout en consommant énormément de trésorerie pour financer ses investissements. Et cette facture est colossale. Sur 2026, Microsoft prévoit d'investir autour de 190 milliards de dollars, soit une progression de plus de 60% sur un an. Sur cette somme, 25 milliards sont liés à la seule hausse des prix des composants. Le point important est l'impact que cela a sur la façon dont les investisseurs valorisent Microsoft. Pendant des années, l'attention s'est surtout portée sur le compte de résultat, qui montrait une progression régulière des bénéfices. Aujourd'hui, le marché accorde davantage d'importance au tableau des flux de trésorerie, où apparaissent des décaissements massifs réalisés bien avant que les revenus associés ne soient reconnus. Pour autant, une part importante de ces investissements est adossée à des engagements contractuels. Amy Hood, la directrice financière de Microsoft, a ainsi expliqué que certains contrats conclus avec de grands clients sécurisent des revenus couvrant l'essentiel de la durée économique des GPU qui leur sont dédiés. Autre élément rassurant, près de 2 tiers des investissements du dernier trimestre concernaient des actifs à durée de vie relativement courte, principalement des GPU et des CPU. Contrairement aux bâtiments, dont l'amortissement s'étale sur de très nombreuses années, ces équipements peuvent être rapidement mis en service et commencer à générer des revenus. Donc, ce qui questionne le marché, c'est la vitesse à laquelle ce cash investi reviendra. Le consensus table sur un redressement de la trésorerie à partir de 2028, après un point bas en 2027. Et c'est là que se loge le désaccord. Pas sur la qualité actuelle de Microsoft, mais sur le calendrier de retour du cash. Les plus optimistes voient un redressement plus rapide. Les plus prudents doutent encore que l'IA absorbe une telle facture. Pour bien saisir ce que le marché sanctionne, le plus parlant, c'est de comparer Microsoft à son grand rival. Google investit lui aussi des sommes considérables dans l'IA, à une échelle équivalente. Et pourtant, son action est beaucoup mieux traitée par le marché. La différence ne tient pas au montant dépensé, mais à ce que le marché arrive à voir en face de la dépense. Google a rendu son retour sur investissement plus lisible. Son cloud réaccélère, ses revenus déjà contractés pour les prochaines années gonflent, et le management relie explicitement ses investissements IA à une logique de retour sur capital. Microsoft, lui, a bien un retour, et un vrai, mais il est plus difficile à lire. Ses revenus IA ne sont pas publiés comme un segment autonome. Ils se retrouvent dispersés entre Azure, Microsoft 360, GitHub et les autres lignes du groupe. Copilot progresse, mais son chiffre d'affaires n'est pas isolé. Et la relation avec OpenAI ajoute une couche de complexité comptable puisque Microsoft ajuste ses résultats pour exclure l'impact de ses investissements dans OpenAI. Et cette illisibilité n'est pas théorique. Elle vient de 2 points très concrets que le marché regarde de très près. Le premier facteur, c'est la dépendance de Microsoft à un seul client, OpenAI. On l'a dit, le carnet de commandes dépasse les 600 milliards de dollars. Mais il faut regarder sa composition. Lors du trimestre précédent, Microsoft indiquait que son RPO, autrement dit les revenus déjà contractualisés mais pas encore reconnus, atteignait 625 milliards de dollars, dont environ 45% venaient d'OpenAI. Un seul client donc pour une part considérable des revenus déjà contractés. Et pas n'importe quel client, une entreprise qui brûle encore énormément de cash et qui prévoit de consacrer des centaines de milliards de dollars à la puissance de calcul d'ici 2030. Mais ses revenus actuels restent encore très loin de cette échelle. Et ce n'est pas tout. Les nouveaux termes de son accord avec Microsoft lui permettent désormais de vendre ses produits IA via Amazon et Google Cloud. Concrètement, Microsoft n'est plus le passage obligé qu'il était. Il faut tout de même relativiser. Les contrats déjà signés ne s'évaporent pas du jour au lendemain. Le risque n'est pas un risque de 2026. Il se situe plutôt dans la durée. Le RPO commercial de Microsoft a une durée moyenne d'environ 2 ans et demi, ce qui renvoie la vraie question au moment où ces engagements devront être renouvelés, étendus ou remplacés. Mais en revanche, il s'agit bien d'un risque structurel. Une entreprise dont une part aussi significative des revenus déjà contractualisés dépend d'un seul client reste par définition plus vulnérable.
Microsoft a d'ailleurs déjà montré que le lien comptable pouvait être tangible. Au premier trimestre, ses pertes liées aux investissements dans OpenAI ont réduit son résultat net de 3,1 milliards de dollars. Le lien fonctionne donc dans les deux sens. Le second facteur, c'est la marge. Cette phase d'investissement massif a un coût comptable direct. À mesure que les data centers s'amortissent, ils pèsent sur la rentabilité. Au dernier trimestre, la marge brute reculait déjà sur un an, et certains analystes anticipent une poursuite de cette érosion. Chez Stifel, par exemple, on modélise une marge brute qui passerait d'environ 67% à 63%, à mesure que l'entreprise entre dans ce nouveau cycle de dépenses. Or, cette pression arrive au moment où la concurrence sur le cloud s'intensifie. Azure fait désormais face simultanément à la montée de Gemini, l'IA de Google, et au succès d'Anthropic auprès des entreprises. Ce qui pourrait rendre plus difficile l'accélération qui, justement, rendait le retour sur investissement enfin lisible. Le point important pour un investisseur, c'est ce que ces deux facteurs disent du dossier. On ne joue pas ici une reprise des résultats, les résultats sont déjà là. On joue une inflexion de la trésorerie, et surtout sa date. Et cette distinction entre une trésorerie qui se redressera plus tard et une activité qui se dégrade, c'est exactement le genre de lecture qu'on cherche à transmettre chez Synapse. Savoir faire la différence entre un cours qui baisse parce que l'entreprise va mal et un cours qui baisse parce que le marché n'aime pas le calendrier d'un investissement. Si cette façon de regarder les marchés vous parle, inscrivez-vous à notre newsletter 100% gratuite. L'objectif n'est pas de vous donner des tuyaux, mais d'apprendre à lire un dossier, distinguer ce qui est déjà dans les cours de ce qui ne l'est pas encore et comprendre une valorisation avant d'agir. Pour vous inscrire, cliquez en haut à droite de la vidéo ou dans le lien en description sous la vidéo. Ceci étant dit, revenons-en à Microsoft, parce qu'il reste une question qu'on n'a pas encore posée. Au fond, qu'est-ce que l'entreprise cherche vraiment à faire? Car ce qu'elle est en train de mener, ce n'est pas la défense d'une position, c'est tout autre chose. Cette autre chose, la voici. Microsoft ne défend pas une position, il en conquiert une. Et c'est toute la différence. Une entreprise qui protège un acquis cherche à préserver ses marges et à rendre du cash à ses actionnaires. Une entreprise qui part à la conquête d'un terrain neuf fait l'inverse. Elle accepte de sacrifier sa trésorerie aujourd'hui pour occuper la place avant les autres. Et c'est très exactement ce que fait Microsoft. Satya Nadella, son patron, explique que nous sommes au début de l'un des plus grands bouleversements technologiques, celui où les agents IA deviennent la charge de travail dominante. Autrement dit, le pari n'est pas d'améliorer les produits existants, il est de posséder la couche sur laquelle tournera cette nouvelle génération d'applications. Dans ce sens, les 190 milliards de dépenses ne sont pas une facture subie, c'est une prise de terrain assumée. Reste à savoir si ce pari commence à se matérialiser. Le modèle de facturation de Microsoft est en train de changer sous nos yeux. Historiquement, l'entreprise vendait des licences, un abonnement par utilisateur, un prix fixe par siège. Microsoft commence à déplacer son modèle économique. Dans les applications métiers, Microsoft observe un passage du modèle traditionnel par siège vers un modèle hybride siège plus consommation. Sur le segment service client, près de 60% achètent des crédits facturés à l'usage. Nadella pousse explicitement dans cette direction. Toute activité Microsoft facturée par utilisateur, productivité, code, sécurité, deviendra aussi une activité facturée à l'usage. GitHub Copilot donne déjà un exemple concret. Depuis le 1er janvier 2026, tous ces plans passent à une facturation basée sur ces crédits IA consommés selon l'usage réel. Et le potentiel est immense. Tant qu'on facture au siège, la capacité d'IA installée ne rapporte pas grand-chose de plus. À l'usage, chaque requête supplémentaire devient du revenu. C'est le mécanisme par lequel l'investissement d'aujourd'hui est censé se transformer en trésorerie de demain. Mais vous le savez, un pari peut être juste et mettre très longtemps à se voir dans le cours. Le fait que la stratégie soit cohérente ne dit rien de la date à laquelle le marché voudra bien la reconnaître. Et sur ce point précis, l'histoire de Microsoft elle-même a quelque chose à nous apprendre. Au tournant des années 2000, après l'éclatement de la bulle Internet, l'action Microsoft a perdu de l'ordre de 60%. Et elle a mis une décennie à retrouver ses sommets. Or, pendant cette période, l'entreprise a continué de grandir. Pas en ligne droite, bien sûr, pas sans accident, mais sur la durée. Les revenus et les bénéfices ont fortement progressé. Le chiffre d'affaires est passé d'environ 23 milliards de dollars en 2000 à près de 78 milliards en 2013. Le résultat net, lui, a plus que doublé sur la même période. C'est la première chose à garder en tête. Un cours de bourse et les fondamentaux d'une entreprise peuvent diverger bien plus longtemps qu'on ne l'imagine, dans un sens comme dans l'autre. Le fait que Microsoft aille bien ne garantit pas que son action remonte vite, et le fait qu'elle soit peu chère aujourd'hui ne dit rien de la date à laquelle le marché voudra bien le reconnaître. Alors, si on rassemble toutes les pièces, qu'est-ce qu'il faut retenir?
Premièrement, que le problème de Microsoft n'est pas son activité. Les résultats sont là, l'IA monte, les revenus déjà contractualisés sont massifs. Le problème, c'est un pari de calendrier. Microsoft paye la facture aujourd'hui, mais le retour économique se verra plus tard. Et dans cet intervalle, le marché a changé de grille de lecture. Il ne paie plus pour la vision, il paye pour la preuve. Et il sanctionne moins la dépense elle-même que le fait de ne pas encore voir clairement ce qu'elle apporte. Ce qui nous laisse, pour finir, avec une grille de lecture concrète. Trois choses à surveiller. La première, c'est le point de bascule de la trésorerie. Concrètement, une croissance d'Azure qui tienne son rythme, couplée à un free cash flow qui cesse de se dégrader d'un trimestre à l'autre. La deuxième, c'est la monétisation à l'usage. Est-ce que ce basculement de la licence par siège vers la facturation à la consommation se traduit vraiment dans les revenus? C'est le test de grandeur nature du pari de Microsoft. Et la troisième, c'est la dépendance à OpenAI. Est-ce qu'elle se réduit à mesure que d'autres clients prennent le relais ou est-ce qu'elle reste le point faible du dossier? Au fond, tout se ramène à une seule question, qui n'a pas grand-chose à voir d'ailleurs avec celle que pose le cours aujourd'hui. Il ne s'agit pas de savoir si Microsoft est une bonne entreprise, elle l'est. Il s'agit de savoir combien de temps le marché acceptera de financer un pari dont il ne voit, pour l'instant, que la facture. Et vous, quel est votre avis sur le dossier? Est-ce que Microsoft est une bonne opportunité sur les niveaux actuels ou faut-il l'éviter? Faites-nous part de votre analyse dans les commentaires et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.